Bonjour à toutes et à tous. Tel Narcisse qui se regarda dans le lac jusqu'à se donner la mort, l'artiste aime se noyer dans sa toile pour se représenter. Mais alors, pourquoi les artistes ont commencé à se dessiner et à se peindre? Quand cette pratique est apparue et pour quelles raisons? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode dédié au culte de l'image et à l'autoportrait. Vous êtes sur Demos Sartos, la chaîne qui fait descendre l'art de son piédestal. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble important de bien définir ce qu'est l'autoportrait. Selon le Larousse, l'autoportrait est un portrait d'une personne fait par elle-même. Jusque-là, pas de souci, je pense que nous sommes plutôt d'accord sur la définition. Mais l'autoportrait, c'est aussi une manière de donner à voir son apparence au fil du temps, à la manière de Rembrandt ou de Romano Palca, mais aussi de montrer sa psychologie, ou à un moment important de la vie, tel Félix Nussbaum et son autoportrait au passeport juif. Alors aux origines de l'autoportrait, il y a une volonté de l'artiste d'assurer la paternité de son travail et de son œuvre. En effet, et ce jusqu'à la Renaissance, l'artiste en lui-même n'existe pas. C'est surtout un artisan, et le fait de se représenter dans son œuvre lui permet de signer son travail, de montrer aux autres qu'il est l'auteur de cette production. Au Moyen-Âge, l'enlumineur se glissera discrètement dans ses productions, soit comme acteur ou spectateur de la scène, ou alors se présentera de manière discrète dans les peintures ou les sculptures qu'il réalisera. Ainsi, l'artiste va insister sur le fait qu'il a réalisé ce travail. On peut donc parler de signature un petit peu avant l'heure, un peu à la manière de Velázquez dans les Ménimes. Durant le XVe siècle, un mouvement de pensée, nommé l'humanisme, va faire son apparition. Ce mouvement cherche à mettre en valeur l'homme, et attention, quand je dis l'homme, je parle de l'humanité, et le mettre au centre des préoccupations, et surtout un renouement avec les civilisations gréco-latines. Et c'est avec l'émergence de ce courant de pensée que les artistes vont réellement faire leur essor et devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. De plus, une invention technique va venir aider ces derniers, le miroir en verre. Cette invention vénitienne va remplacer petit à petit le traditionnel miroir convexe en métal poli et va s'exporter dans toute l'Europe, remplaçant justement la version de l'Antiquité. Ce nouveau miroir proposera en plus des surfaces beaucoup plus grandes et surtout des surfaces plates. Les artistes pourront ainsi se représenter beaucoup plus facilement, à l'image de Dürer, Rembrandt ou encore Van Eyck. Alors maintenant que nous avons posé les bases de ce qu'est l'autoportrait et vu son évolution au fil du temps, il est intéressant de se pencher sur ce que l'on peut représenter et surtout ce que peuvent nous dire ces derniers. Déjà, la volonté de créer un face-à-face avec le spectateur, avec celui qui regarde. Rembrandt nous présentera de nombreux autoportraits dans lesquels il se montre tel qu'il est, sur un fond neutre, jouant avec les ombres et les lumières afin de se mettre en avant. Ou alors, face à son chevalet, afin d'asseoir sa fonction de peintre et de montrer exactement ce qu'il est. Albrecht Dürer, quant à lui, mise sur une certaine mise en scène. Dans son autoportrait à la fourrure, il va se présenter sous une aura christique. La position du corps, le regard, les cheveux encadrant le visage ou encore le placement de la main évoquent ici la posture du Christ telle que présentée dans les icônes qui tapissent les églises et les demeures des croyants. Et en parlant de s'affirmer, nous pouvons clairement parler de Van Eyck. Comme nous pouvons le voir dans sa toile Les époux Arnolfini. Si l'on regarde bien en substance, nous pouvons observer dans le miroir au fond de la pièce ce qui semblerait être son propre reflet, mais aussi une inscription Johannes die Eyck fuit ich, 1434, soit Johann van Eyck était ici. Autant dire une belle façon de dire et de montrer aux autres que lui il était présent et pas eux. Comme quoi, sacrément narcissique, les gars. Alors une fois le côté narcissique enlevé, l'artiste moderne, lui, souhaite montrer sa propre introspection. Ainsi, le néerlandais Vincent van Gogh se montrera tel qu'il est, ici par exemple dans Autoportrait à l'oreille bandée, où il se présente après s'être coupé l'oreille. Ou bien le peintre allemand Otto Dix, alors qu'il s'est engagé dans l'armée allemande lors de la Première Guerre mondiale, va se représenter en uniforme de soldat au courant de l'année 1915.
L'autoportrait, c'est aussi donc une façon de documenter son temps et sa propre présence lors d'événements de grandes envergures. Avant de conclure cet épisode, il est important aussi de parler de deux artistes femmes qui auront réussi à marquer leur temps, vraiment marquer leur temps. La première, Élisabeth Vigée-Lebrun, se présente dans ses autoportraits de la même façon que ses contemporains masculins. À mi-corps ou de trois quarts, la portraitiste française, qui est aussi la peintre officielle de la reine Marie-Antoinette, ici ne réalise pas un autoportrait anodin. En effet, elle se présente avec son chevalet, en train de peindre, et nous regardant comme surprise dans l'exercice de sa fonction, asseyant ainsi sa position d'égal de l'homme dans dans une fonction qui est bien trop réservée à la gente masculine. La seconde femme, c'est la célèbre Frida Kahlo. Qui n'a jamais entendu parler de l'artiste mexicaine aux incalculables autoportraits et aux monosourcils? Et chez Kahlo, nous allons suivre à la fois la souffrance, les déceptions, les tourments, mais aussi ses envies et sa filiation. Comme nous pouvons le voir dans la toile « Mes grands-parents, mes parents et moi » réalisée en 1936. Dans cet autoportrait à rebours, mettant en scène une très jeune Frida, entourée de nombreux symboles propres à sa création. Nous pouvons voir sur la partie supérieure les grands-parents de l'artiste mexicaine, les grands-parents maternels et paternels, qui eux sont mexicains et allemands, chacun présenté dans un environnement rappelant leurs origines, puis les parents, en tenue de mariage, et enfin, tenant dans sa main, le fil rouge reliant tout ce beau monde, Frida Kahlo. Nous pouvons aussi constater un ovule se faisant féconder par un spermatozoïde sur le sol mexicain. Frida, fœtus dans le ventre de sa mère, et la fameuse Casa Azul, maison dans laquelle vivra l'artiste mexicaine. Il faut aussi noter la présence d'un arbre fruitier, peut-être un oranger, cachant la jambe de Frida touchée par la maladie. Comme quoi, on peut dire énormément de choses dans un autoportrait. Alors, il n'est pas aisé de parler de tous les aspects de l'autoportrait, tant il y en a et tant ça pourrait nous prendre des heures. Des différentes interprétations de l'autoportrait depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui, en passant par le selfie, il y a tant à dire. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner et à activer la cloche afin de ne rater aucune nouveauté. Et surtout, n'oubliez pas, restez curieux, restez artiste.